Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tragédie dans la commune de Ndali, une intoxication alimentaire a coûté la vie à 3 personnes au sein d'une famille ce jeudi 15 août 2024. Des dizaines de jeunes venus des différentes communes des départements de Lomé et du Plateau ont bénéficié durant 4 jours d'une formation initiée par Azoli dans le cadre du programme spécial Business Development Service. C'était du mardi 13 août 2024 au vendredi 16 août 2024. Le compte rendu, c'est dans un instant. Plusieurs dizaines de morts lors d'une attaque paramilitaire dans un village de l'État de Sénara au Soudan. Nous en parlerons dans cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. À Ndali, dans le nord du Bénin, 2 enfants ont perdu la vie après avoir consommé des aliments contaminés. La grand-mère des enfants est également décédée d'affliction en apprenant la nouvelle. Un autre membre de la famille est actuellement hospitalisé en soins intensifs en raison des graves effets de l'intoxication. Une enquête est en cours pour déterminer la source de la contamination alimentaire. C'est bien triste cette nouvelle et nos sincères condoléances à la famille implorée. Un autre élément à présent initié par le dispositif Azoli dans le cadre du programme spécial Business Development Service au profit des jeunes entrepreneurs afin de faire d'eux des entrepreneurs avertis avec des soutiens successifs. La formation axée sur le thème Esprit d'entreprise a débuté le mardi 13 août 2024 et s'est terminé ce vendredi 16 août 2024. On fait le point. Renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs ayant déjà bénéficié de l'appui du projet Emploi Jeune PEJ ou faisant partie de la première cohorte du dispositif Azoli, tel est l'objectif de la formation initiée par Azoli dans le cadre du programme spécial Business Development Service BDS. Axée sur le thème Esprit d'entreprise, cette formation, débutée le mardi 13 août 2024, s'est achevée ce vendredi 7 août 2024 dans les départements de Lomé et du Plateau. Les salles de conférence des 2e et 5e arrondissements de Porto Novo ont servi de cadre à cette formation pour les entrepreneurs bénéficiaires des communes de Lomé. Selon les participants, l'initiative est une occasion de comprendre davantage les réalités en entreprise. Après cette formation, je vois que j'ai la capacité de m'étendre encore, d'ajouter d'autres activités à ce que je faisais avant. Maintenant, ça m'apprend aussi à garder celui qui est là pour collaborer avec moi, à mieux m'entretenir avec eux. Et j'ai aussi appris que dans les caractéristiques qu'il faut pour qu'un employé puisse rester avec toi, il faut lui payer à temps. Nous avons été outillés en ce qui concerne les grandes caractéristiques des personnes entrepreneurs à succès. Nous avons reçu des clés désormais pour savoir en ce qui concerne la gestion de nos entreprises, la confiance en soi, la saisine des occasions, des opportunités, l'efficacité dans l'action, la gestion même de nos archives et tout ce qui va avec. Nous avons fait avec eux le créer et cette activité a consisté à les amener à créer une activité qui soit encore parallèle à leur activité de départ. Et cette activité, ils ont vendu pour mettre en pratique ce qu'ils sont venus apprendre chez nous ici. On est plus ou moins satisfait d'eux parce que ce n'est pas totalement fini. Et ils se sont bien donnés à la formation. On a eu beaucoup de témoignages et ça va continuer ainsi. Et nous pensons qu'on aura des résultats convaincants, probants pour la suite. Marcel Afouda, directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, fournit des statistiques des bénéficiaires au niveau national et met un accent particulier sur les prochaines étapes de la formation. Nous avons 1000 jeunes que nous allons accompagner pour la croissance de leur entreprise au plan national. Nous avons commencé avec 9 classes ici dans le Plateau. Nous attendons 225 personnes
Nous avons eu 215. Ça, il y a seulement 10 absents par rapport à toute la formation. Il y a d'autres classes qui seront prises en compte à partir de la semaine prochaine. Nous allons partir dans les eaux et les collines, le littoral, où il y aura 10 classes. Ici, nous sommes à 9 classes. On doit couvrir 40 classes au moins de formation à raison de 25 par classe. Cette formation, financée par le dispositif Azoli, avec l'appui de la Banque mondiale, vise à développer les entreprises des bénéficiaires et améliorer leur croissance, tout en encourageant ces jeunes à formaliser les entreprises. Les permis de conduire au Bénin existent sous 10 catégories différentes, attestant donc de la maîtrise de la conduite. Faouzia Sefou nous amène à la découverte des différents types de permis. Les images. Un permis, c'est une attestation ou le diplôme d'un conducteur. Nous avons 9 catégories de permis, mais le Bénin délivre 10, à savoir le permis catégorie A1, c'est pour les cyclomoteurs. Le permis catégorie A2, c'est pour les engins Aoudjou Bajaj. Le permis catégorie A3, c'est pour les grosses cylindries. Le permis B est affecté au transport de personnes ou de marchandises. Le poids du véhicule ne doit pas excéder 3 tonnes 5. Le permis catégorie C, c'est pour les camions 6 roues. Le permis catégorie C1, c'est pour les super lourds, titans. Le permis catégorie D, nous avons 2 sortes de D. On a le DR et le D plein. Le D plein là, c'est pour les grands bus qui font Cotonou-Parakou. Les minibus qui font Cotonou-Porto-Novo, c'est le permis catégorie DR qui conduit ce genre de véhicules. Le permis E, c'est pour les véhicules agricoles à moteur. Le permis F, c'est pour les handicapés physiques. Si vous avez, par exemple, le permis A3 et vous voulez conduire un véhicule, ça ne peut pas vous servir. Ça veut dire que le permis ne correspond pas à l'engin que vous désirez utiliser. On ne peut pas rester à la maison et avoir le permis. Il faut aller vers les centres de formation, d'éducation routière, donc pour se faire former. Autrefois rare dans la ville de Parakou, le métier de cordonnier est désormais en vogue dans la cité des Kobourou. En plus de sa modernisation, ces produits intéressent de plus en plus les habitants qui choisissent de promouvoir la production locale. Cela permet aujourd'hui aux acteurs du secteur de tirer leur épingle du jeu. Nous faisons une incursion dans le monde de la cordonnerie avec l'équipe de Guérit TV Monde basée à Parakou. Le métier de la cordonnerie connaît une avancée significative dans la ville de Parakou. Longtemps dévalorisé, les productions locales attirent aujourd'hui un nombre croissant de consommateurs. C'est dû par leur qualité et leur durabilité. J'ai commencé ce métier à Parakou en 2016. En 2016, je restais ici toute la journée sans vendre 2 paires. Difficilement, je vends une paire. Mais après 6 mois, j'ai commencé par vendre par jour au moins 3 paires. À 1 an après, ça a commencé à prendre d'ampleur. Donc quand je viens, avant la fin de la journée, j'arrive à vendre 5 paires, 6 paires, 7 paires. Avec le temps, tout ce que j'avais comme stock, tout est parti. Ça veut dire que les gens ont commencé à s'intéresser. Aujourd'hui, c'est sur commande même avant que le client n'ait la chaussure. Ça veut dire que la population a compris qu'un petit goudron n'est pas une chaussure en fait des pauvres, mais une chaussure qui garantit l'habillement d'une personne. Par rapport à ces genres de chaussures, les tapettes qu'on fabrique avec Bontes et double face, les gens l'utilisent trop parce que c'est des chaussures de qualité. Des chaussures de qualité, c'est des chaussures qui sont en mode maintenant. S'il y a de marché, au moins tu dois vendre au moins 6. C'est-à-dire si ces gens-là te connaissent, vu que c'est la qualité, ils payent beaucoup. Comme de nombreux autres métiers artisanaux, la cordonnerie permet à ces praticiens de subvenir à leurs besoins et attire de plus en plus de jeunes conscients de son potentiel de croissance. Le métier de la cordonnerie, c'est un métier. Donc tous ceux qui vont envier ce métier, je pense qu'ils n'ont pas choisi un mauvais chemin.
Vous voyez, à la naissance en même temps, on met dans le trousseau de l'enfant une paire de chaussures. Au moins, à la naissance. Donc il n'y a pas celui-là qui ne porte pas de chaussures. L'homme va joindre les deux bouts jusqu'à, je vais dire, jusqu'à trouver encore d'autres bouts à joindre à côté. J'arrive à joindre les deux bouts. Même si ce n'est pas trop, je rends grâce à Dieu. Toutefois, ce secteur n'est pas exempt des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre, parce que tu veilles ou pas, les clients vont t'injurer. Même si tu les fabriques ça très bien, ils viendront te dire que c'est mal fait. C'est à toi d'avoir la patience et de les accueillir, de les amener encore à venir davantage. Sinon, s'ils viennent, ils crient, et toi aussi tu cries sur eux, tu ne verras personne autour de toi. Et c'est toi qui paies. Les produits issus de la cordonnerie sont très appréciés par leurs admirateurs qui y trouvent pleinement satisfaction. Je connais la qualité de ces chaussures via un ami. Quand je porte ça, je suis très fier. Je suis fier parce que je sais que ce que j'ai porté, c'est de ma localité. Ces résultats reflètent l'engagement des artisans à rehausser le métier de la cordonnerie et par extension à promouvoir la production locale. Vous venez donc de suivre le reportage de Anselmo Richa et David Yémé sur le métier de la cordonnerie, à présent hors de nos frontières. Jeudi dernier, des paramilitaires ont attaqué le village de Djalguini au Soudan, brûlant des maisons et tuant des habitants selon des témoins et une source médicale. Les détails, c'est avec Latifat Kawenou. 80 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans une attaque des paramilitaires dans un village de l'État de Sanna, plus de 16 mois après le début de la guerre au Soudan. Je cite, « On a reçu 55 morts et les dizaines de blessés à l'hôpital jeudi. Parmi eux, 25 ont péri vendredi, portant le nombre de morts à 80. » Fin de citation, a déclaré ce vendredi à l'agence France Presse une source médicale travaillant à l'hôpital du village de Djalguini. Je cite de nouveau, hier matin, 3 véhicules armés ont attaqué Djalguini. Les habitants ont résisté, provoquant le retrait des paramilitaires qui sont revenus avec des dizaines de véhicules. Fin de citation, a affirmé à l'AFP un habitant de Djalguini transportant son fils blessé à l'hôpital. Je cite, « Ils ont ouvert le feu, brûlant des maisons et tuant un certain nombre de personnes. Certains cadavres jonchent encore les rues du village. » Fin de citation, a-t-il ajouté, notifiant que depuis la fin du mois de juin, les paramilitaires contrôlent Senja, la capitale de Senna. Les combats entre l'armée et les paramilitaires dans l'état de Sanna ont depuis déplacé près de 726 000 personnes, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. L'état de Sanna, qui abritait déjà avant les combats plus d'un demi-million de déplacés selon l'OIM, relie le centre du Soudan au sud-est, contrôlé par l'armée et où des centaines de milliers d'autres déplacés ont trouvé refuge. Et voilà qui ouvre la page des informations sportives. L'ancien sélectionneur des Super Eagles, Samson Siasia, est enfin autorisé à revenir dans le monde du football après avoir purgé une suspension de 5 ans imposée par la FIFA, accusé de complicité dans une affaire de match truqué. Siasia avait vu sa carrière brusquement interrompue. Aujourd'hui, cette période sombre appartient au passé et l'entraîneur nigérien peut désormais envisager son retour sur le banc de touche, prêt à redémarrer sa carrière. Autre actualité sportive, une délégation de personnalités sportives est au Cameroun pour les obsèques d'Issa Ayatou, décédé plus tôt ce mois-ci. Patrice Ayouton nous en dit plus.
Oui, Amanda Dake, Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, aura droit à des derniers hommages ce vendredi à Garoua, sa ville natale. La dépouille du dirigeant a été rapatriée jeudi en provenance de la France. Ce jeudi, la ville de Garoua, où il est né, va lui rendre un dernier hommage avant son inhumation. Les premiers hommages ont déjà eu lieu à Yaoundé. La CRTV rapporte qu'un vol spécial transportera la dépouille vers sa ville natale, où la population se mobilise pour honorer sa mémoire. Garoua, profondément marqué par l'héritage de Hayatou, se prépare à dire adieu à l'une de ses figures les plus emblématiques. Plusieurs personnalités du football africain et mondial sont déjà au Cameroun pour assister aux funérailles de Issa Hayatou. Parmi elles, Patrice Motsepe, actuel président de la CAF, ainsi que l'ancien président Hamad Hamad et Constant Omari, soulignant l'importance de cet hommage pour le monde du football. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous et bonne suite de la fête de l'Union. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.